Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Après plusieurs jours de rencontres et de discussions à Port-au-Prince avec les acteurs politiques sous la houlette de la CARICOM, aucun accord n'a été obtenu jusqu'à date. Le Conseil national de la société civile, qui a pris part à ces pourparlers, a déploré le comportement de certains protagonistes qui, selon lui, ne priorisent pas les intérêts supérieurs de la nation. Le parti Les Engagés pour le développement, aidé, continue d'exiger la démission ordonnée et planifiée de M. Ariel Henry. Dans le même temps, cette structure juge la présence du chef du gouvernement lors des négociations indispensables. À l'approche de la réouverture des classes, les déplacés de la violence des gangs qui se réfugient dans les établissements scolaires disent ne pas envisager de quitter les écoles. Ils exigent de nouveaux endroits pour se loger. Le professeur Solon Fortuna de l'Université d'État d'Haïti a été abattu jeudi soir par des bandits au niveau de Carrefour Péan lors d'une offensive des gangs armés du quartier de Bel-Air. Ingénieur de formation, Solon Fortuna enseignait à l'École nationale supérieure et à la faculté des sciences de l'UEH. Il est décrit comme un professeur chevronné, honnête et passionné. Parallèlement, un agent de la police nationale, Willio Idoshi, a été tué ce jeudi soir dans le même quartier durant une attaque. Après plusieurs jours de rencontres et de discussions à Port-au-Prince avec les acteurs politiques sous la houlette de la CARICOM, aucun accord n'a été obtenu jusqu'à date. Une séance plénière qui devait être tenue jeudi entre les signataires de l'accord du 21 décembre et ceux de la déclaration de Kingston n'a pas eu lieu. Le bloc de Kingston exige la présence du Premier ministre Ariel Henry. Joseph Domingue Orgella, du Conseil national de la société civile, qui a pris part à ces pourparlers, déplore le comportement de certains protagonistes qui, selon lui, ne priorisent pas les intérêts supérieurs de la nation. Il répondait aux questions de notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes. Maintenant, et voici que mission est capable de prendre fin sans un accord. La prochaine étape est pour l'accord du 21 décembre. Mais face aux signataires de l'accord ou bien de la déclaration de Kingston, quelle doit être ou quelle sera la prochaine étape? Je vais répondre une question. Vous posez une question, mais je vais faire un rappel pour vous. Parce que, après le coup d'État de 1991, c'était une pile mission qui fait en Haïti. Et les mêmes Haïtiens ont voyagé pour aller rencontrer le président Aristide, ils n'ont pas qu'à rencontrer l'autre. Yo chaque dans le même hôtel, ils ne peuvent pas rencontrer l'autre. C'est blanc qui a fait intermédiaire. Pas la qu'une, pas la l'autre, etc. Mais vous ça vous fait? Nous, d'une question, nous prenons embargo. Nous crasons l'économie pays à net. Ça paraît là, non? Embargo n'a pas qu'à mener le président Tonnet. Vous dites qu'il faut une intervention militaire. C'est 22 000 hommes de trucs. Ça veut dire que la négociation ne va jamais mener, effectivement, à. Malgré le fait accord de New York, etc. Ils ont commencé depuis Carthagène, il y a les Governors Island, après ça, ils ont remonté New York. Vous avez dit, le président fait tout 92 de 93 de il tourne jusqu'à 94, mais avec gros dégâts, ça fait sur l'économie, sur la population, sur le pays, sur notre souveraineté. Et me demander est-ce que les gens qui l'ont oublié ça. Jodi à là, tout le monde te dit, en pile monde te dit, depuis le président Jovenel l'allé, toute bagarre réglée. Bon, le parler non, le mourir. Ça fait 2 ans. Palais à vide. Je te dis mettre clé en bas pour palais. Palais à vide. Personne ne va pas prendre. Qui ça fait ça? Jodi a dit demain matin, depuis Ariel allé tout problème à prison. Est-ce que c'est vrai? Nous-mêmes nous pensons que les Haïtiens doivent tenir compte de ce qui s'est passé et pour regarder ensemble qui tout est dans le pouvoir,
Qui, ça veut dire, dans le 21 décembre, qui tout est dans l'opposition, déclaration de Kingston, qui tout a envie de prendre pouvoir demain matin, entrer dans une négociation qui a mené nous recréer l'équilibre social là, ça veut dire rétablir l'ordre dans le pays pour haïtien qui est habitué à vivre en dignité, dans acheter des bagages pour le revendre, qui couche la cali même c'est non pièce, non petit taudis, mais au moins il connaît ses polices, il fait. Jodi al pas capable. Moun qui a dormi bien, soit dormi dans hôtel, soit qui a voyagé, songez moun sa yo, qui a dormi sous place yo. Songez moun sa yo qui a couru tout côté, et c'est pas dans une zone. Nous avons commencé l'elle commencé Martissan. Avant était La Saline, après avant était Tokyo, après ça là Martissan Fontamara, après ça il traverser là le Canaran, des Canarans courent des quoi des bouquets arrivé Torcel, Pernier, Grosjean, Doko, Forjac. Il traverse la boule 12, il descend encore, il dit qu'on y a le Cafoufeuille. Mais nous prenons la grande zone métropolitaine. Et puis qu'on y apprend, c'est le premier département qui a plus de monde là-dedans. La capitale économique et politique d'Haïti. Mais on prend deuxième population, département qui a plus de population toujours, c'est l'Artibonite. On prend le Tigrivière, on prend Liancourt, on prend Verret, on prend Ponsondé, on prend Lester, on prend Tibois d'Homme. Qui est Gromone et Bassin Bleu. Et bien, l'on fin fait question ça, et pour dire que vous mettez le paquet qu'on a pour prendre Saint-Marc. Alors, qui est-ce qui va ouais? Pas de personne qui a joui de ça qui va venir. Hein? C'est pas de monde qui a joui. Seul jeune qui a joui, c'est mettre ensemble pour nous rétablir l'ordre. Et rétablir l'ordre, elle dépend de chaque haïtien. 26 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'un des accusés de ce crime, le mercenaire colombien Germán Rivera, a plaidé coupable jeudi face au tribunal américain chargé de l'affaire. Le coordonnateur du Front Nord, Rosemont Jean, a dénoncé la lenteur affichée par la justice haïtienne dans le cadre du traitement de ce dossier. Dans le cadre d'assassinat qui est fait sous président Jovenel Moïse. Comment nous comprendre, dans tous les pays du monde, depuis la justice, la police, il y a des indices pertinents sur un citoyen qui participe dans le crime de sang, quel que soit côté lié, la police peut le chercher. Comment je dis, direction police centrale judiciaire, que nous gagnons côté nous connaissons, nous avons des policiers, des femmes et garçons techniquement compétents, cap travail dans une institution qui est la direction centrale police judiciaire. Commissaire gouvernement une mission pour faire des enquêtes préliminaires sur un assassinat, sur un crime crapulé, sur un crime odieux qui concerne le président de la République. Pour directeur police centrale là dit il y a des gens qui suspectent qu'il y a des indices qui participent à l'assassinat Jovenel, mais comme ils sont dans le poste, ils ne peuvent pas prendre, ils ne peuvent pas mettre dans la liste. Il faut que après, ils ne sont pas dans le poste encore, ils vont mettre dans le Ça, c'est un scandale. Et de ce fait, nous-mêmes, nous travaillons là pour nous joindre, pour parler avec l'avocat, pour nous sommer directeur police centrale judiciaire, pour nous donner 3 jours francs, pour communiquer dans le gouvernement Ariel Henry à présider non que yo gagné indice information pertinente sur eux qui participaient dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous pas d'accord, nous pas accepter pour aujourd'hui nous avons gouvernement, la police centrale judiciaire connaît, c'est des criminels notoires yo et puis pour le dire, les pas poursuivre yo, les pas mettre mandat derrière yo, les pas mettre dans liste criminelle parce que moun sa yo dans poste toujours. Alors que nous songeons sous Jovenel Moïse, même police centrale judiciaire ça, te mettez fait Dalmon Chéri, qui était directeur général ministre intérieur dans liste rapport moun massacre La Saline, même directeur police centrale judiciaire ça, te mettez délégué du plan dans liste mandat police judiciaire, il te prend Wilson Lalo, te chef cabinet Jovenel Moïse. Yo te fait pression pour te mettre à la disposition de la justice. Jodi a pour ces mêmes police centrale judiciaire ça dit que y a des gens qui ont des soupçons, y a des indices pertinents, avérés, palpables, que y a des gens qui participent dans l'assassinat au président de la République et puis pour directeur police centrale judiciaire dit nous, osez dire les pas mettre dans la liste parce que yo fait partie du gouvernement. Eh bien c'est pour ça nous fait conférence matin pour nous dénoncer ça.
annoncer action que nous côté entreprendre par devant la justice, contre déclaration, contre action police centrale judiciaire. 3. Annoncer manifestation pour 14, 15 septembre cap vinn là, dans l'idée pour nous continuer signifier désaccord nous par rapport à votre Conseil de sécurité de l'ONU qui pral voter pour permettre déploiement Kenya fait ici, débarquer en Haïti, alors que yo dit que force internationale là, c'est une force hors de onisienne, hors tout crime Zach yo fait, nous pas aucun côté, aucune instance pour nous porter plainte contre eux, dans la mesure où ils ont fait des crimes, des actes, des vols, des viols en Haïti. Et c'est pour ça, nous-mêmes d'abord, nous disons, dans 4 manifestations, nous avons tous camarades, tous partisans, sympathisants, moun qui veulent Haïti, moun qui a couru, et pas courir pour nous courir, mais c'est même pour nous mettre, pour nous capables de retirer le pays dans sa là. La Fondation Digicel est l'un des plus importants partenaires du ministère de l'Éducation nationale dans les efforts visant à offrir une éducation de qualité aux enfants haïtiens. S'implique dans la construction d'établissements scolaires et dans un support pour la bonne gestion des écoles. La directrice de la Fondation Digicel, Madame Sofia Stransky, indique que 192 écoles ont été construites en 16 années, soit en moyenne une école par mois, ce qui est considérable. Plus de 50 millions de dollars américains ont été alloués à ce programme jugé prioritaire. Des écoles communautaires et nationales sont les principales bénéficiaires du programme qui touche également des écoles privées et congréganistes. Le critère principal de sélection est la gouvernance des écoles, fait remarquer Madame Jocelyne Garou, responsable de projet. Et quand on a lancé le rapport, en fait, on avait 16 ans. Et si on peut parler un petit peu des réalisations, notre mission, c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie des Haïtiens, mais on ne peut pas tout faire. On a un focus sur l'accès et la qualité de l'éducation. Et pour réaliser notre mission, on a 4 programmes. On a le programme de construction d'écoles, on a le programme de développement professionnel et comme l'éducation, ce n'est pas le seul problème dont nous confrontons en Haïti, on a également des subventions que nous faisons dans différents secteurs. Et on a un programme que nous avons à l'intérieur de l'organisation, c'est l'engagement des employés, où on incite les plus d'un millier d'employés de la Digicel de participer dans les actions au niveau de la Fondation pour contribuer à la société. Et pour cette année, on vient de fêter nos 16 ans et avec 192 écoles et construites à travers ces années, ce qui fait en moyenne une école de construite par mois et dont on est très fiers à travers les 10 départements du pays. Et très souvent, je dirais, dans les endroits les plus reculés. Plus récemment, après le séisme du 14 août 2021, on avait pris un engagement de reconstruire certaines écoles. Et là, dernièrement, on a fait les inaugurations de 4 écoles. On avait fait un engagement de 1 million de dollars. En fait, on a dépensé plus de 1,8 million de dollars pour construire une école à Vieux-Bourg, d'Aquin, une autre à Ravinsab, Cavaillon, une autre à La Tibolière, dans la Grande Danse, et une à Charpentier, à l'entrée des Cailles. En fait, on est très fiers de ces constructions-là. Et on continue avec les constructions. À part de ça, on parle de développement professionnel. Cette année, depuis quelque temps, on a fait un partenariat avec le ministère de l'Éducation sur la gestion de proximité. Et on a lancé un projet qui s'appelle PARSEC. C'est le projet d'appui au renforcement des capacités des communautés scolaires pour une éducation de qualité. C'est très long, je sais. Oui. Même pour moi, c'est difficile, mais en fait, c'est quoi? C'est de favoriser la création des structures participatives. Parce que ce qu'on a réalisé à travers les années, on faisait beaucoup de construction pour des écoles existantes. On investissait dans le développement professionnel pour les directeurs, pour les enseignants. Mais à travers les années, on a réalisé que les écoles n'arrivaient pas à faire l'entretien
des immeubles et ils n'arrivaient pas à garder les enseignants qu'on avait formés. Pourquoi? Problème budgétaire. So, en fait, on a dit qu'il faut renforcer les structures participatives pour créer, disons, un sens de ownership, propriété et d'appartenance et à tous les niveaux. On a commencé avec les élèves, les enseignants, les parents, pour qu'ils puissent vraiment mettre la patte, pour aboutir au conseil d'école, pour qu'ils aient un plan de développement pour leur école, qui maintenant leur donnait la possibilité d'avoir un financement de la Digicel, Fondation Digicel, pour créer une entreprise sociale pour leur école, pour faire face à les dépenses qui courent tous les années, quoi. Et à cette émission, nous parlons éducation, mais ça n'a rien à voir avec la rentrée des classes prévue pour la semaine prochaine. Bon, écoute, nous, on travaille pour la rentrée des classes en tout temps. Et cette année, on est vraiment très heureuse de voir que les 2 écoles qu'on a récemment inaugurées, qui vont recevoir plus de 800 élèves, vont aller à l'école dans des conditions privilégiées presque. Mais il y a également l'organisation en soi, également, et parce que l'organisation doit avoir 3 années d'existence, l'organisation doit être enregistrée, donc il doit avoir des documents légaux pour participer à la campagne. Et puis, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a un certain suivi par rapport au fonds décaissé pour les, tout à fait. pour les gagnants? Oui. 2 ans, 3 ans après, vous continuez à suivre? Oui, et de 1 à 6, on continue à suivre les organisations, on les visite pour s'assurer que le projet est toujours là. Et je dois ajouter... Pour de nouvelles injections de fonds? On va y arriver. On va y arriver. Je voulais faire le point sur les finissants. Et de cette campagne, ils reçoivent une formation sur la gouvernance, sur la gestion de conflits, sur la gestion du budget, parce que ce qu'on remarque, c'est qu'il peut arriver qu'il y ait un conflit dans une organisation et qui empêche que le projet se termine. Donc, c'est très important pour nous, ces formations-là, et les suivis également. Donc, on fait le suivi et l'évaluation avec les organisations. Maintenant, pour arriver au point de est-ce qu'il y a un autre investissement qui sera fait, je pense que l'année prochaine, on va lancer une campagne spéciale. On l'a déjà fait lors de notre 15e anniversaire, parce que les organisations gagnantes ne peuvent plus reparticiper dans la campagne. Donc l'année dernière, lors de notre 15e anniversaire, nous avons organisé une campagne spéciale justement pour les anciens gagnants où ils pouvaient participer soit pour un nouveau projet ou pour l'extension du projet dont ils avaient déjà reçu une subvention. Et comment ça s'était passé? Ça s'était bien passé. Nous avons... Explique le projet parce que je pense que c'est assez intéressant le projet. C'était un projet au début de transformation et de canne. Et transformation agricole. Maintenant, ils ont soumis un autre projet pour transformer en clairin. Donc, ils ont reçu une subvention de 15 000 $ pour continuer avec ce projet-là. Jean Félan, le responsable politique du parti AIDE, se dit en faveur d'un conseil présidentiel dont le président désigné siégerait au Palais national. Il dit compter sur les discussions engagées pour parvenir à mettre en place une telle structure. Par ailleurs, M. Félan préconise une transformation de la mission du Haut Conseil de la transition, structure actuellement dépourvue de pouvoir selon lui. M. Ariel Henry, c'est le péché mignon de la plupart des signataires de l'accord de 21 décembre. C'est dire que, par exemple, m'attendez ce maintenant, plusieurs signataires qui ont demandé M. Ariel Henry pour l'agir. Donc ça, c'est quand même un oxymore. Un premier ministre là pour l'agir. Donc c'est... Ou senti que un malaise et bon côté allié, certains alliés de Dr. Ariel Henry face à incompétence. Par exemple, M. Ariel Henry n'a pas dit rien dans ce qui a passé à Foufer là. M. Ariel Henry n'a pas dit rien dans ce qui a passé sur l'INO, Fonds national, etc. Tout ça. Donc, c'est dire que si on a qui patent, c'est que M. Ariel Henry est insensible
face à souffrance. Pour les cas d'autres que l'occuper, il y a un pilote bagaille important à faire. Occuper à ne rien faire. Parce que ça qui est sûr, si le tap font bagaille, nous ne pouvons pas vivre situation que nous avons là. Les cas occupés à ne rien faire. Mais pour nous autres, population, ils pas joindre ça droit primordial qui c'est droit à la sécurité. Donc c'est dire que effectivement beaucoup de pouvoir là qui d'ailleurs qui gagne tout appareil l'État dans main pour et mettre sécurité et répondre avec besoin de population, il n'y a pas arrivé à faire. Donc nous autres, de l'accord de Kingston, et nous autres à aider, nous conscients de situation et malouk humanitaire ça que nous vivons là, c'est peut-être ça nous-mêmes, nous toujours participer dans le dialogue pour dénouer la crise là, et c'est peut-être ça nous fait des propositions que nous fait appel à acteurs et à acteurs pour vraiment intérêt supérieur nation afin que nous résoudre la crise là au plus vite que possible parce que ça là les malouks et nous pensons que les peuple haïtien pas qu'attendre. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Madiga, a confirmé que la rentrée des classes se ferait bien le lundi 11 septembre. Petit problème ou gros problème, un certain nombre d'établissements servent aujourd'hui de refuge aux gens qui ont dû fuir leur quartier, qu'il s'agisse de Carrefourfeuille, Solino ou autres quartiers. Alors, comment cela va-t-il se passer pour ces établissements? C'est ce que nous allons essayer de voir avec notre collaborateur Rudolph Pierre-Louis qui est allé enquêter sur place. Bonsoir Rudolph et bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. Bon, vous êtes allé faire un petit tour. Combien d'établissements sont aujourd'hui occupés par des déplacés, comme on dit ? Eh bien, pour répondre à la question, pour faire court afin de répondre rapidement à la question, il faut souligner qu'il y a plus d'une vingtaine d'établissements scolaires, notamment des écoles publiques, qui sont aujourd'hui des centres, des sites d'hébergement pour les déplacés de Carrefourfeuille. Et déjà, il n'y a pas seulement des écoles publiques, il y a également d'autres endroits qui sont très connus, comme par exemple des églises. C'est le cas notamment dans la zone de Cassagnol 19, où il y a une église qui s'appelle Église Pentecôte des Frères Unis. Donc le pasteur de cette église avait choisi d'abriter les citoyens qui viennent de Canaan, de Corail, de Jérusalem, mais après 8 mois et quelques semaines, le pasteur ne peut plus tenir, donc finalement, il a décidé de demander aux victimes de laisser l'espace, et au moment où nous parlons, il faut souligner que ces victimes se retrouvent dans les rues. En pleine rue, ils dorment à la Belle Étoile entre Cassagnol 17, 18 et 19. Donc, pour revenir à la question, c'est que les écoles publiques, notamment des lycées, des écoles nationales, il y a certains problèmes, il y a certains qui commencent à se poser des questions, à savoir, comme vous l'avez souligné précédemment, le ministre de l'Éducation nationale soutient que le 11 septembre, c'est-à-dire lundi, c'est la rentrée des classes. Maintenant, quand on considère qu'il y a plus d'une vingtaine d'écoles publiques qui sont des abris provisoires, maintenant, que va-t-il se passer? Non, il va continuer. Il m'a dit, nous sommes comme si on dit ça. Il m'a dit, mais nous ne pouvons pas gagner, mais nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Pour avoir un bagage pour nous-mêmes, nous comme ça, nous fait parce que nous ne pouvons pas gagner, mais nous bouler, tout bagage nous bouler, nous ne pouvons pas gagner. Et il y a des gens qui ne peuvent pas on goûte dans même puis acheter de l'eau. Nous pouvons pas pour l'école, à qui ça m'a levé, les candidats de l'école là, les 11 dans les lundi. Mais côté nous pour aller, qui côté pour aller là? Nous sommes jeunes écoliers, nous sommes Carrefourfeuille et Badi mettez nous dehors. Nous venons là, nous te dit y a fait mon aller parce que y a besoin de l'école là, l'école ouvrir. Bon, demande l'État qui ça la fait avec nous parce que nous pas gain moyen nous va même si mon là majorité de si mon là dit on va à l'école. Yo boule kay parents yo mettez au dehors, bon pas gain moyen. Dans quelle école Moi d'habitude dans le lycée national de Carrefourfeuille. Non, je ne vais pas à l'école parce que non seulement je ne pas l'esprit de sur l'école là parce que dans courir nous là, de temps en temps de courir nous pas là. Nous pas fait préparation pour l'école parce que quand nous boulé, l'école yo boulé
ils boulent tout à fait nous, et ils cassent les nous, et dans la rue nous, si position, il faut l'État qui dit on va ensemble avec nous, parce que nous ne pouvons pas nous comme ça, parce qu'il faut que nous blanc pour faire mieux, tout le monde de mes balances. Mais nous ne pouvons pas déplacer ça, nous ne pouvons pas gagner dans nous, parce que dans la rue nous, car nous boulons, ils volent tout à fait nous, nous n'avons pas un côté pour nous aller, et dans la rue nous. Si nous avons un côté, nous avons aller déjà. Bon, ça veut dire, nous bien comprendre. Si pour nous déplacer, c'est l'État pour faire nous déplacer, nous pas, bon, tout simplement, pas nous-mêmes qui décidons, mais tête nous là. Ça veut dire son cas circonstance. Nous bien comprendre, il faut l'État qui a penché avec nous, ça veut dire pour penser ensemble avec nous, pour le cas qu'on ait nous besoin nous-mêmes, ça veut dire pour le cas penser avec nous quand même. Bon, pour moi, ça va recevoir élèves l'école. C'est mon yo pour connaître qui ça y a dit avec parents aussi que petit mon yo parce que yo crasé, yo boulé, tout bagage yo perdu dans caille parce que yo là l'attendre parce que yo pas aucun côté pour aller, yo là attendre mais si l'école va fonctionner dans l'autre semaine qui venir, c'est yo même qui pour connaître qui ça y a fait avec parents yo. Pour l'école là, nous tendons l'école là pour faire le 11 septembre, mais tout en l'État pas prendre responsabilité de bagage moun ka faire one pot là parce que nous là sous dos l'argent nous sous dos courage nous là. L'État pas ka mettre nous dehors et puis ministère même pas ka venir mettre nous dehors là. Nous là n'attend et l'État mot l'a dit ensemble avec nous toute là nous toute population en étant général qu'elle dit ensemble avec nous. D'abord, il y a un cas à considérer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces déplacés? Est-ce qu'il y a une stratégie, un mécanisme qui est prévu par le gouvernement? D'ailleurs, il faut souligner que le ministre, c'est un représentant de l'État. Donc, si le ministre dit que l'école est maintenue, c'est sûr que la rentrée va se faire. Il n'en doute pas. Selon des interrogés qui aujourd'hui n'ont pas caché leur frustration. D'ailleurs, on a été au centre de Gymnasium Vincent, on a été au lycée Marie-Jeanne, à l'école nationale Virginie Saint-Peur, lycée des jeunes filles. Donc, on a visité, il y a plus de 1000 familles. Et ce n'est pas 1000 familles dans les écoles citées, mais dans presque toutes les écoles citées, il y a plus de 1000 familles. Donc là, maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui doivent se rendre à l'école. Ces parents, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur côté? D'ailleurs, ils ont souligné qu'ils ont tout perdu. Leur maison, leurs biens, autres effets personnels. Ils ont tout perdu dans la zone de Carrefour-Feuille. Ils n'ont rien en main afin de pouvoir préparer la rentrée scolaire de leurs enfants et l'école est maintenue. Maintenant, de notre côté, qu'est-ce qu'on va faire pour ces parents qui sont des déplacés dans les écoles publiques? Est-ce qu'il y a un mécanisme? Est-ce que, bon, il y a aujourd'hui un interrogé qui a fait savoir si l'État ne dit rien et que l'école va ouvrir ses portes le lundi 11 septembre, est-ce que, comme les unités spécialisées de la PNH le font souvent, les unités vont débarquer avec des bombes de gaz lacrymogène et essayer de disperser la foule? Donc ça, c'est un interrogé qui a fait cette analyse aujourd'hui. Donc c'est une situation qui commence à inquiéter de nombreux interrogés, de nombreux déplacés qui se trouvent dans les sites d'hébergement. Et à noter également, dans la zone de Carrefour-Feuille, il y a des écoles nationales. On a interrogé 2 jeunes, une jeune fille et un jeune garçon. La jeune fille a fait savoir qu'elle va maintenant traverser en philo, donc dans une école nationale qui se trouve, de préférence dans un lycée qui se trouve non loin de Carrefour-Feuille. Et le jeune garçon, c'est dans une école nationale qui se trouve dans la zone de Carrefour-Feuille, alors que la zone est inaccessible. Donc là, de nombreuses interrogations restent pendantes. Oui, en effet, vous avez une longue liste d'interrogations et malheureusement aucune réponse. Aucune réponse jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il y a un autre point qui a attiré notre attention, c'est quand on considère la situation des déplacés. On a eu une femme, c'est une femme âgée entre 50 et 60 ans. Donc, elle nous a expliqué qu'elle a mis 20 ans pour construire une maison, elle et son mari. Son mari est mort lors de la terreur des groupes armés dans la zone de Carrefour-Feuille. Maintenant, elle reste avec les enfants qui sont au nombre de 6. Donc, cette maison compte 10 chambres. Donc, là maintenant, pour se débrouiller, il y a été 4, il y a 6. Mais là maintenant, elle a tout perdu. Tout est parti en fumée. Elle a mis 20 ans pour tout construire et dans moins de 2 heures, tout est parti en fumée. Oui, parce que hélas, les gangsters qui opèrent dans la zone de Carrefour-Feuille, en effet, ça a été bien documenté, ils commencent bien organisés, ils ont des camions qui viennent, qui raflent tout, tous les meubles, tout ce qu'il y a à prendre. En effet. Et une fois que le camion est parti,
Du feu. En effet. Voilà, en effet. c'est absolument dramatique, c'est épouvantable. Bon, donc, vous confirmez que... Parce qu'on avait entendu dire que la police avait fait une grande descente à Carrefourfeuille, une opération blitzkrieg qui avait fait fuir une bonne partie des bandits et qui seraient même morts lors de cette opération. Mais quoi, une fois parti, la situation... Maintenant, la police a fait une descente... Statu quo ante a repris ses droits. La police a fait une descente dans la zone de Carrefourfeuille. C'est confirmé par la PNH. Des interrogés l'ont souligné aujourd'hui dans les camps où nous étions. Mais la grande question, c'est que certains interrogés n'ont pas caché leur position. Ils ont fait savoir, oui, la police a effectué une opération dans la zone, mais est-ce que les agents de la police nationale sont restés sur les lieux? Est-ce qu'il y a une présence permanente de la police nationale pouvant permettre aux citoyens de rentrer chez eux ou probablement de récupérer les corps des victimes pour qu'ils puissent faire leur deuil ou récupérer par exemple des effets personnels. Donc c'est un interrogé aujourd'hui qui a posé tous ces problèmes, qui a fait cette analyse pour dire que oui, ils reconnaissent tous que la police fait de son mieux, mais ce qu'ils réclament, c'est une présence permanente afin de pouvoir rentrer chez eux. Parce que quand la police fait une opération, après, la police part. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les habitants vont se débrouiller seuls. Exactement, exactement. Bon, eh bien, mon ami... Vous n'avez pas réussi à interroger des responsables du ministère pour savoir s'il y avait un plan de contingence qui était prêt et ce qu'ils comptaient faire des réfugiés qui sont dans ces écoles. Malheureusement, silence radio. Jusqu'à présent, il n'y a pas moyen de contacter le ministre. D'ailleurs, il y a un collaborateur ici qui a tenté de le joindre au téléphone, mais c'est silence radio, comme vous venez de le dire. On a essayé de voir de quelle mesure un autre responsable du MNFP peut nous accorder une interview afin de nous dire mais quels sont leurs plans, quelle est la stratégie qui va être mise en place pour que les déplacés puissent réellement laisser les écoles publiques et aller quelque part où ils pourront se sentir mieux. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de confortable. Malheureusement, ce n'est pas possible. On a eu une directrice. Alors, c'est une école nationale, la directrice de l'école nationale, pas besoin de préciser son nom et l'école également. On a demandé à la directrice, mais est-ce que vous avez entendu les propos? Est-ce que vous savez que le ministère maintient le 11 septembre pour la rentrée des classes? La directrice a dit oui, elle est dans l'espace, elle voit, elle assiste à tout ce que font les déplacés de Carrefourfeuille. Là maintenant, quand on lui dit mais qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour que la rentrée se fasse lundi? Si un élève se pointe lundi matin, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez l'accueillir? La dame nous a dit mais je ne peux rien vous dire. Parce que ce sont les représentants de l'État qui ont fait l'annonce, c'est à eux de prendre des dispositions. C'est ce qu'elle nous a répondu. Bon, il y a une certaine forme de logique dans tout cela. Cette pauvre dame, je suppose qu'elle est autant effrayée de la situation que nous le sommes nous tous. Et c'est sûr que c'est un drame absolument total que ces déplacés vivent au quotidien. En effet. Et sans oublier que pour ceux qui sont aujourd'hui dans les rues, qui dorment dans la Belle Étoile, comme vous le disiez... Oui, à Cassagnols 19. Et puis il y a les pluies, ce qu'on a eu hier comme pluie. Hier soir, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale. Et on annonce que ça va continuer. Ça va continuer. Les pauvres. Enfin, bon, moi, j'étais à la maison et je me suis dit, mais comment ces gens ont fait pour pouvoir se débrouiller étant en pleine rue? Oui, non, c'est absolument effrayant. Bon, eh bien, Rudolf, Pierre-Louis, merci de nous d'avoir attiré notre attention sur ce point particulier. Rentrer le 11 septembre, dans quelles conditions? Personne n'arrive encore à apporter de réponse claire à cette question pourtant fondamentale. Merci d'être venu sur ce plateau, nous tenir informés et puis essayer de suivre, essayer quand même d'avoir une réponse d'un officiel de ce ministère pour savoir au moins s'ils ont un plan. Parce
que c'est pas tout de dire rentrer des classes le 11, mais si c'est pas possible, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que les conditions sont réunies? Exactement. Merci Rudolphe Pierre-Louis, et à très bientôt. Voilà, c'était notre collaborateur Rudolphe Pierre-Louis qui attirait l'attention sur toutes ces écoles privées et publiques qui sont actuellement occupées par les déplacés, surtout de Carrefourfeuille, alors que la rentrée est prévue pour le 11. Nous sommes vendredi, le 11 c'est lundi, après-demain. Bon, enfin, affaire à suivre. Merci. Et pour conclure, la reprise des grands titres. Après plusieurs jours de rencontres et de discussions à Port-au-Prince avec les acteurs politiques sous la hullette de la CARICOM, aucun accord n'a été obtenu jusqu'à date. Le Conseil national de la société civile, qui a pris part à ces pourparlers, a déploré le comportement de certains protagonistes qui, selon lui, ne priorisent pas les intérêts supérieurs de la nation. Le parti Les Engagés pour le développement, aidé, continue d'exiger la démission ordonnée et planifiée du Premier ministre Ariel Henry. Dans le même temps, cette structure politique juge la présence du chef du gouvernement lors des négociations indispensable. À l'approche de la réouverture des classes, les déplacés de la violence des gangs qui se réfugient dans les établissements scolaires disent ne pas envisager de quitter l'enceinte des écoles qu'ils occupent actuellement. Ils exigent de nouveaux endroits pour se loger. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne.